RCF. Le collectif Nivernais pour une agriculture durable, l'association Les Trois Prés et la Ligue de protection des oiseaux de la Nièvre présentent Planète Nièvre, la mensuelle des enjeux environnementaux de notre département. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil. Chers auditeurs de RCF Nièvre, bonjour. Eh bien, nous voici de retour pour une nouvelle saison de votre émission Planète Nièvre. Toujours le même concept, montré à travers 2 projets d'initiatives concrètes que la Nièvre est aussi à l'avant-garde de la protection de notre environnement et que chacun de nous peut agir efficacement au quotidien. Eh bien, aux manettes aujourd'hui, on retrouve Daniel Beaune. Bonjour Daniel. Bonjour Christophe. Toujours journaliste nature et environnement, et bien votre serviteur Christophe Barge, toujours de la Ligue de protection des oiseaux de la Nièvre. Ceux qui nous ont suivis la précédente saison se rappelleront nous avoir entendu aborder partiellement le sujet de la protection de la nature par la gestion, lors de l'émission qui était consacrée au Mardel de Prémery, que nous avions réalisé avec Bénédicte Rollin, conservatrice de la réserve naturelle régionale, et agent forestier de l'ONF. Alors on s'est posé la question suite à cette émission, la nature, gérer ou pas gérer? Daniel, qu'est-ce que t'en penses? À une époque où triomphe un certain activisme d'intervention sous prétexte que la nature a besoin de nous, c'est une vraie bonne question. D'ailleurs, l'expression nature sauvage rappelle que la nature est justement un monde non contrôlé par l'homme et peuplé d'espèces sauvages. De fait, le terme gérer recouvre de nombreuses actions, la restauration des habitats, la réintroduction d'espèces, les réhabilitations de sites naturels, les études, les suivis continus, mais aussi les interventions de type fauchage, pâturage, brûlis, taille et aussi la non-intervention. Oui, c'est aussi une méthode de gestion, on en parlera tout à l'heure. En ce qui concerne les acteurs directs de cette protection des milieux dits naturels, avec des grosses guillemets, on peut citer, vous les connaissez peut-être, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux. C'est ceux qui sont les plus connus. Mais il y a aussi les associations de protection de l'environnement, comme le réseau des conservatoires d'espaces naturels, la Ligue de protection des oiseaux, l'association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS donc, l'association Caplou, Mille Traces ou encore l'association Robin des Bois. Tout ça pour dire que la nature se porte plus ou moins bien, plutôt moins bien que bien dans certains des cas. Malgré la découverte régulière de nouvelles espèces, l'homme doit revoir à la hausse ces listes rouges, qui sont les listes des espèces disparues, en voie d'extinction ou gravement menacées. Et le corollaire de ces fameuses listes, qui sont toutes des espèces donc protégées par la loi, c'est qu'il y a des niveaux de protection administratifs, régionaux, nationaux, européens, voire internationaux. Donc quand il s'agit de protéger réglementairement certains de ces milieux naturels, on se réfère à ces fameuses listes rouges d'espèces protégées qui sont inventoriées, comme tu l'as dit Daniel, pour justifier un statut de protection. Oui, mais la gestion de la nature avec une démarche centrée sur les espèces a des limites. Il suffit d'ailleurs de mettre autour d'une table plusieurs spécialistes des sciences de la nature pour voir la difficulté d'une gestion cohérente si chacun revendique de gérer un milieu au profit de son espèce. Or, on sait que favoriser une espèce, c'est forcément en défavoriser une autre. Aujourd'hui, la réponse à apporter à ces vieux débats est souvent la sauvegarde d'une mosaïque de milieux, mais pratiquement jamais le laisser-faire, c'est-à-dire des espaces en libre évolution suffisamment longtemps pour que les écosystèmes soient plus matures, donc plus complexes et plus résilients. Donc là, on était dans l'explicatif. Comme d'habitude, on va rentrer dans un exemple très concret. Et comme vous le savez, à Planète Nièvre, on est toujours à la recherche d'une expérience qui fonctionne. Et là, pour le coup, ça nous a pas été très difficile de trouver l'exemple concret d'action de conservation de la nature dans notre département. La friche calcaire de Mortier, qui est un terrain qui appartient à la LPO Nièvre. Allez, on part sur le terrain. Planète Nièvre, RCF. Nous venons d'arriver à Mortier, nous avons monté un chemin et nous sommes en haut du coteau. Et là, la vue est absolument magnifique, on donne sur la Loire et c'est la surprise que m'avait réservée Christophe. Ouais, alors on va pas dire qu'on a acheté Mortier pour la vue, quoique c'est un peu vrai, mais c'est vrai que quand on domine comme ça toute la plaine alluviale, on voit déjà le tracé du fleuve, on voit le sable, on voit qu'en hiver certaines parties sont couvertes d'eau, d'autres non. Et ouais, effectivement quand on est tout en haut comme ça, c'est vraiment un spectacle magnifique. C'est un autre aspect de Mortier qui est pas négligeable, surtout quand on y fait un petit pique-nique et qu'on se retrouve entre adhérents pour faire des inventaires sur le site. Ma foi, autant profiter aussi de cette vue très dégagée sur le paysage et sur le fleuve.
Alors situé sur la commune de Drouy-Parigny, Mortier s'étend sur près de 8 hectares sur un coteau calcaire qui domine la Loire. Ce site a été acheté en 2004. On écoute Claude Chaplin, administrateur de la LPO Nièvre. L'idée de base, c'est quand on est propriétaire, on fait ce qu'on veut, on est chez soi. Alors on peut faire des bêtises, bien sûr, mais on peut aussi soigner la biodiversité. Et puis, alors la politique d'achat des terrains de la SOBA anciennement, ça et de la LPO aujourd'hui, c'est que c'était aussi au départ le bagage. Donc avoir des terrains dont l'association était propriétaire pour pouvoir étudier, capturer des oiseaux, les baguer librement sans avoir d'autorisation à demander à un propriétaire, parce que c'est toujours un problème, quoi. Le pouvoir entrer dans les propriétés privées, c'est tout un travail de relation avec les agriculteurs. Dans la Nièvre, ça se passe bien, en général, il n'y a pas de souci, mais quand on est chez soi, c'est mieux. Si cet espace est mis en réserve par la LPO, c'est principalement justement parce que c'est un habitat qui s'est raréfié et on y trouve donc des espèces caractéristiques de ces milieux qui sont devenues évidemment rares. Donc on vient d'entendre Alain Favreau, administrateur de l'association aussi. Pour vous expliquer un petit peu plus ce qui a poussé la LPO à mettre des terrains en réserve, Mortier fait partie d'un ensemble de terrains qui sont soit en propriété, soit gérés par l'association, qui couvre à peu près une superficie globale d'environ 80 hectares. On y trouve donc des friches calcaires comme Mortier, qui nous occupe aujourd'hui, mais également des roselières, une tourbière, une lande à genêt à jonc, enfin voilà, une mosaïque de milieux comme Daniel, tu l'indiquais. Nous l'avons dit, Mortier donc est une friche calcaire. Le terme exact est très technique qui décrit l'habitat est pelouse calcicole. On réécoute Alain Favreau, botaniste et naturaliste à la LPO Nièvre et à Nature 18, nous donner une explication de ce terme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pelouse calcicole ? Eh bien, c'est donc un milieu ouvert à base de plantes de faible hauteur, disons 20 cm quand il s'agit vraiment d'une pelouse, et qui comprend ici des plantes très intéressantes parce que supportant le calcaire, sur un milieu, comme on a dit, sur un sol superficiel, donc des plantes qui supportent la sécheresse. Et ces plantes-là sont des plantes qu'on voit de moins en moins parce que ces habitats donc sur calcaire se raréfient. Nous sommes devant une plante qui est caractéristique de ce milieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Alain ? Alors il s'agit de la chlore perfoliée, alors caractéristique de ces milieux sur Marne, avec une autre petite plante qu'on appelle le carex glauque. Alors là, cette plante-là, perfoliée, pour quelle raison ? Parce qu'on voit bien, quand on regarde les feuilles, que la tige, on a l'impression qu'elle traverse une feuille qui est ronde. En fait, on a deux feuilles de chaque côté, sans pétiole. Donc, elle est assez facilement reconnaissable. Alors, la chlore perfoliée présente de jolies petites fleurs jaunes à 8 pétales et les feuilles rondes sont donc d'un joli vert un peu grisé qu'on dit glauque. Mais les coteaux de Mortier sont surtout réputés pour d'autres fleurs qui ont leur passionné. Alain va nous en parler. Ils hébergent beaucoup d'orchidées. Donc c'est vraiment la plante qu'on va trouver au mois de mai ici en abondance. C'est celle qu'on remarque le plus. Mais évidemment, il y a bien d'autres plantes intéressantes qui caractérisent l'habitat en question. Toutes ces plantes-là, elles forment un ensemble caractéristique qu'on peut retrouver ailleurs à 100 km. Si vous retrouvez donc ces mêmes plantes, vous allez pouvoir définir l'habitat, connaître ses conditions écologiques. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir caractériser les milieux et de pouvoir faire des comparaisons d'une région à l'autre. Mortier, milieu naturel riche d'un point de vue botanique, mais pas que. Continuons notre promenade avec Christophe. On arrive devant un tronçon du mur de pierre qui a été conservé pour les reptiles, et puis on se rend compte que en fait, le mur de pierre, bien évidemment, c'est l'homme qui l'a construit, mais il y a une petite porte et il y avait vraisemblablement une cabane. Donc, a priori, ça nous donne des indications sur ce qui s'est passé sur le terrain dans les temps anciens. Et vraisemblablement, c'est une petite cabane de vigne ou un abri pour le berger si toutefois il y avait des moutons, par exemple. Et ça nous prouve bien que le milieu naturel, en fait, ici, à Mortier,
Mortier, comme partout en France et dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais il n'a rien de vraiment naturel. C'est en fait plutôt une dérive de ce que l'homme a aménagé, a creusé, a bâti, a défriché. Et c'est ça qu'on essaye de maintenir finalement quand on parle de gestion de l'environnement. Autrefois, on parlait de conservation de la nature. Le terme était clair car, comme le dit Christophe, la gestion, c'est maintenir, donc figer un milieu à un certain stade. Mais pour cela, évidemment, on empêche la dynamique naturelle de s'exprimer. On en voit ce qu'en pense Alain Favreau. Pour moi, il faut gérer, mais tout dépend évidemment des habitats donc concernés. Vous avez des habitats comme celui-là où il faut vraiment intervenir, puisque si vous n'intervenez pas, on a une évolution naturelle pelouse, prairie et puis boisement. Donc il faut faire une gestion, ça veut dire donc faucher ou débroussailler quand c'est nécessaire, mettre du pâturage, bien entendu. Mais c'est indispensable si vous voulez conserver l'habitat et puis conserver les espèces qui vont avec l'habitat. Maintenant, il faut savoir aussi se modérer, parce que on reconnaît en écologie que le plus important, c'est de conserver une mosaïque d'habitat. Donc il nous faut une certaine surface de pelouse pour maintenir les espèces, mais il faut aussi autour d'autres habitats, puisque ne serait-ce que les oiseaux, on sait très bien, qui vont profiter de plusieurs habitats à la fois. Donc il faut voir, c'est du cas par cas, on est obligé d'intervenir, mais il faut savoir être modéré, il faut savoir observer, c'est le travail en fait du naturaliste d'observer et puis de voir ensuite les résultats de son action. Donc on l'a vu, Mortier, c'est un espace privé qui est fermé au public puisque propriété de l'association, et donc au départ acquis pour le bagage des oiseaux et pour la grande richesse botanique des lieux. Aujourd'hui, l'association, on lui a trouvé d'autres vertus. On va retrouver Claude au détour d'un sentier qui a été nouvellement ouvert par des adhérents. Capturer les oiseaux, observer le restant de la faune aussi, bien sûr, et puis s'en servir comme un instrument pédagogique, puisque un peu le travail de Jérôme, là, d'ouverture, de création de sentiers, bien que ce soit, ça a déjà été dit, mais je le répète, bien que ce soit des propriétés privées fermées où on n'entre pas qui veut, c'est aussi intéressant de pouvoir accueillir du public et de montrer ce qui se passe dans une nature, disons, qui s'exprime librement. On va pas dire sauvage, puisque ça n'existe pas. Effectivement, la nature n'existe vraiment que lorsqu'elle est spontanée et sans intervention humaine. Et cela devient très rare. La forêt de Białowieża, excusez-moi la prononciation, Białowieża, en Pologne, était la dernière forêt primaire d'Europe, c'est-à-dire très peu influencée par l'activité humaine. Mais sous prétexte des attaques d'insectes xylophages, des coupes massives sont effectuées depuis 2016. Avec une grosse recrudescence en ce moment, d'ailleurs, il y a une mobilisation sur le sujet dans le monde associatif et naturaliste. C'est un peu le même sujet qui oppose le débat en Allemagne sur l'ouverture de réserves intégrales en forêt, parce qu'on a peur que justement les scolytes qui attaquent le bois se développent de trop. Donc la nature peut aussi résulter donc d'une interaction entre l'homme et les éléments naturels, à condition que l'homme respecte les règles de fonctionnement des écosystèmes. Ce qui n'est plus vraiment le cas dans notre civilisation qui est quasiment anti-nature à l'heure actuelle et où on considère massivement que sans l'intervention de l'homme, la nature ne sait pas faire ou ne sait plus faire. Vous en conviendrez complètement ridicule si on considère l'échelle de temps de la présence de l'homme sur Terre. La nature, bien évidemment, se débrouille toute seule depuis bien longtemps. Sur ces grandes paroles, on va revenir dans le studio, on va quitter Mortier un petit instant. Vous êtes toujours sur Planète Nièvre, et voici venu le temps de la pause musicale à la demande générale de Daniel. On retrouve Pierre Perret, l'ami Pierrot. Il va vous le dire, on va vous entendre tous chanter derrière votre poste. Alors je voudrais que tout le monde chante avec moi, parce que le premier qui chante pas, il va payer la tournée générale en sortant. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. C'est pas assez fort. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Un petit dé à coudre et 3 gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison.
ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards, des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Et avec moi, ouvrez, ouvrez la cage aux... Oui, un peu plus fort. Regardez les envolées, c'est beau. Les enfants, si vous voyez, les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon, avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses bengalis, à votre tour faites leur guili-guili. Sournoisement exclamez-vous, Dieu quel plumage. Mes chères madames, on vous demande au 3e étage. Et les clapignoles aura le dos tourné, même si on doit pas vous le pardonner. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Planète Nièvre, RCF. J'espère que vous avez bien tous chanté. On va quitter le plateau de notre ami Pierrot. On va revenir sur RCF pour Planète Nièvre. Et puis on va illico refaire le transfert vers notre réserve de Mortier, la réserve de l'Alpéo, où nous attendent Daniel et Alain Favreau. Ah, une montre religieuse sur la main de Christophe. Ouais, je viens de la trouver dans la prairie. Comme nous a dit tout à l'heure Alain, c'est des milieux secs, donc favorables à la seule espèce de menthe qu'on a dans notre région, la menthe religieuse. On tombe sur une deuxième menthe. Donc en fait, effectivement, il y a beaucoup d'insectes ici. Et des insectes qui sont, comme on a dit tout à l'heure, dans un milieu qui est sec, qui est chaud. Il y a beaucoup d'espèces à affinité méditerranéenne dans ces milieux. Et ce sont des insectes comme les orthoptères, qui, ici, en tous les cas, dans ces milieux, sont adaptés à la sécheresse. Pour nos auditeurs, les orthoptères, c'est essentiellement les sauterelles, les grillons et les criquets. Je ne sais pas si vous savez faire la différence entre les sauterelles, les grillons et les criquets, mais la première chose, la plus facile, c'est une question d'antenne. Donc, puisque les sauterelles et les grillons ont des grandes antennes qui sont pratiquement plus longues que leur corps, et les criquets ont au contraire des petites antennes courtes. Je ne me trompe pas, Alain. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ces insectes ont aussi la particularité de chanter, enfin on dit striduler. Les sauterelles et les grillons frottent leurs ailes l'une contre l'autre, et les criquets frottent leurs ailes et leurs pattes pour donner ces chants qui sont très significatifs de l'été. On vient de voir là rapidement passer une sauterelle, alors avec des grandes antennes comme on a dit tout à l'heure, et son nom c'est Phanéroptère. Alors un nom très barbare peut-être, mais souvent on n'a pas les noms, les petits noms pour la plupart des sauterelles et des criquets, donc on est souvent obligé aussi de parler latin. Alors à chacun de nos pas, ça saute dans tous les sens, sauterelles et criquets arborent toutes les nuances du vert au gris, marron, et du coup ils ne sont pas toujours faciles à repérer dans l'herbe. Étrange mais vrai, les sauterelles entendent avec leurs pattes et les criquets avec l'abdomen. De fait, les premières ont les tympans sur les tibias avant et les seconds sur le ventre. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Enfin bon, bref, il existe des tas d'espèces qui sautent et qui volent plus ou moins bien, même certaines espèces qui ne volent pas du tout. Une des particularités des criquets, c'est qu'ils se cachent derrière les tiges où ils se posent, et moi je trouve ça très rigolo, c'est ce qu'on vient de voir. Bah ouais, là on fait la chasse entre guillemets à une autre decticelle qui, celle-là, ne vole pas, mais par contre qui saute très bien et qui se cache dans les tiges de ronces. On la devine, là, elle fait un peu l'acrobate. On va la laisser tranquille. Et si on tourne autour de la tige, où elle tourne aussi pour se cacher derrière. Donc en fait, elle doit très bien nous percevoir. Oh, je pense que oui, tout ce qui est mouvement et tout ce qui est approche qui peut être potentiellement un prédateur, ça y a longtemps qu'elle a intégré ça dans son patrimoine génétique.
Bon, comme vous voyez, on s'est bien amusé sur le terrain. On va revenir un petit peu plus terre à terre au studio. On a vu donc l'homme intervient directement dans la gestion de la nature, c'est le cas à Mortier. Basiquement, en termes de techniques employées, on peut définir grosso modo 2 catégories qui sont opposables ou complémentaires. C'est les méthodes mécaniques et les méthodes animales. Alain Favreau en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les interventions mécaniques sont réalisées avec un gradient de travaux qui est plus ou moins fort en fonction de l'état futur recherché ou espéré. Ça va de la fauche à l'arrachage manuel, jusqu'à l'abattage d'arbres ou l'arrachage de broussailles avec des gros engins. Aujourd'hui, on trouve des entreprises spécialisées qui tiennent, on l'espère, un peu mieux compte des particularités des milieux dits naturels, car à la base, c'était plutôt des entreprises de travaux agricoles qui intervenaient sur le milieu naturel, entreprises donc issues des travaux forestiers ou agricoles, avec les techniques qu'on peut éventuellement leur connaître. En complément, ça peut aussi être fait préalablement ou a posteriori suivant l'entretien, donc on peut utiliser des actions avec les animaux. Alors c'est des moutons, c'est des chèvres, c'est des vaches, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut obtenir. Et là on fait jouer la pression, la durée de pâturage. La pression de pâturage c'est le nombre de bêtes à l'hectare qui permet de graduer le niveau d'intervention sur la végétation et donc les impacts sur la faune, essentiellement les insectes comme les autoptères on l'a vu, mais aussi les papillons par exemple. À Mortier, donc on fauche mécaniquement et on exporte une partie de la biomasse qui est produite. On va écouter Alain nous dire pourquoi. Ces interventions, elles peuvent consister simplement en fauchage. Si vous fauchez déjà, donc vous éliminez de la matière parce que vous allez exporter. Donc il faut maintenir les sols, comme j'ai dit, avec peu de nutriments. Donc pour ça, vous exportez, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'engrais. Et ce sont les plantes qu'on a citées au départ, là, qui vont se développer. Maintenant, quand le milieu est très embroussaillé, évidemment, le fauchage ne suffit pas. On peut travailler sur les lisières en éliminant donc des broussailles, et c'est comme ça qu'on peut gagner quand même un peu de surface. Donc aujourd'hui, il faut retrouver certaines des pratiques agricoles anciennes qui étaient favorables à la biodiversité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que surtout on n'intervenait pas avec des engins. Une tronçonneuse, c'est beaucoup plus redoutable qu'un sécateur. Et donc, c'est ce que prennent en considération les entreprises spécialisées ou certains agriculteurs qui sont en lien avec le monde de la LPO, comme par exemple dans le Marais breton. J'ai pris cet exemple-là puisque en plus de permettre le maintien de milieux favorables à la biodiversité, dans ce Marais breton, on crée du lien social parce qu'il y a installation de nouveaux couples avec des enfants, des nouvelles fermes sont reprises ou sont créées, et puis donc on développe une économie de proximité. On en a parlé la dernière fois avec Rouy et les territoires en transition, puisqu'il y a économie locale, vente directe sur le terrain des produits de la ferme. Bon, alors on l'a dit, au final, la nature n'est plus aussi naturelle que cela, car beaucoup, pour pas dire la totalité des espaces de nature qui nous entourent aujourd'hui, ont un jour ou l'autre été modifiés et adaptés à l'homme. N'existeraient pas sans l'intervention de l'homme, les prairies, les forêts telles qu'on les connaît actuellement. Enfin, on pourrait citer les exemples à l'infini. Mais on peut aussi protéger sans rien faire. C'est le choix de l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, avec ses réserves de vie sauvage. Entièrement dédiées à la nature sauvage, ce sont des havres exempts de toute exploitation humaine. Elles restent ouvertes sur les chemins déjà existants, mais naturellement dans le respect absolu de la faune et de la flore. On peut même y pique-niquer à la condition de remporter avec soi tout ce qu'on y aura amené. Le label RVS, réserve de vie sauvage, peut également être attribué à des terrains privés. Le but étant qu'un nombre conséquent de réserves voient le jour et que s'agrandissent ainsi les territoires dédiés aux vivants sauvages. Alors on écoute justement, Daniel, une interview que tu as réalisée avec Marc Giraud de l'ASPAS. Marc Giraud, vous êtes porte-parole de l'ASPAS. Pourquoi avez-vous décidé dans votre association de ne pas gérer vos réserves de vie sauvage ? Alors c'est pas par flemme, ne pas gérer, c'est vrai que c'est moins fatigant que d'amener des bulldozers, mais en fait c'est pour laisser la nature en libre naturalité. C'est un truc qui paraît inconcevable aujourd'hui. En fait on fait le boulot que ne fait pas l'État, c'est-à-dire que dans les réserves naturelles aujourd'hui, la majorité on chasse. On peut faire de la sylviculture, on peut abattre des arbres centenaires. Dans les parcs nationaux, c'est pareil. Et en France, il n'y a plus d'espace où on laisse la nature tranquille. Comme si on ne lui faisait plus confiance, comme si livrée à elle-même, elle donnait des choses épouvantables. Et d'ailleurs, ça fait peur. Nos voisins ont peur en disant il y a ça qui va pulluler, ça va être horrible. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la nature se porte très bien sans l'homme. L'homme est plutôt le problème que la solution.
Mais qu'est-ce que ça apporte à la flore et la faune sauvage de ne pas gérer les espaces naturels ? On leur fout la paix, en gros. Souvent, il y a des gens qui disent « mais on met la nature sous cloche ». Mais non, la nature, elle évolue. Justement, elle est libre. Il y a des changements. Il y a des espèces qui sont plus rares une année et plus prolifiques une autre. Enfin, ça bouge. La vie, c'est le mouvement. Hein. Donc, on laisse la nature libre. Et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant pour voir comment elle réagit au réchauffement climatique, par exemple, parce que partout c'est tellement géré qu'on ne sait pas, on la laisse pas s'exprimer. Nous, on laisse la nature s'exprimer. En fait, vous nous expliquez que l'homme qui se croit indispensable à la nature n'a pas du tout à intervenir dans la nature. Il faut savoir où on est, quoi. Quand on prétend protéger la nature et qu'on met des nichoirs à des oiseaux qui savent très bien faire leur nid tout seuls, est-ce qu'on veut pas se donner la douce illusion qu'on est indispensable ? En fait, si on laisse de l'espace à ces oiseaux, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, je reconnais, eux, ils peuvent très bien se débrouiller sans nous. C'est une mentalité qui est partout maintenant, c'est une pensée unique. La nature ne peut pas se débrouiller tout seul. Mais c'est terrible de penser ça. Elle était là des millions d'années avant nous et elle se portait beaucoup mieux avant qu'après, hein. Et aujourd'hui, des jeunes qui souhaiteraient s'investir dans la nature, qui voudraient travailler dans la nature, est-ce qu'ils ont une possibilité justement de pouvoir s'occuper d'espace sans les gérer, sans intervenir ? Et non. J'ai plein de jeunes autour de moi qui disent « Ah, j'aimerais bien faire comme vous, être naturaliste, tout ça, qu'est-ce que je peux faire ?» Quand c'est les animaux, les BTS, c'est uniquement agricole. Donc les lycées agricoles, c'est quand même plus que de la gestion, c'est de l'exploitation. Sinon, la nature, c'est le BTS, gestion et protection de la nature. Ça sous-entend que pour protéger la nature, il faut la gérer. Donc ces pauvres jeunes, ils vont être complètement endoctrinés par cette pensée ambiante qui est on est indispensable, si on ne touche à rien, c'est horrible. Planète Nièvre, RCF. De fait, dans des réserves sur le modèle de celle de l'ASPAS, cette gestion de non-intervention pourrait justifier des emplois de surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas de braconnage, des remplacements de panneaux arrachés par ceux qui ne veulent pas de nature sauvage, pour réaliser des inventaires de la faune et de la flore, tout cela étant actuellement réalisé par des bénévoles, mais ce n'est pas dans les mœurs. La nature sauvage fait peur. Dans mon village, il y avait une friche d'1 hectare où nichaient le loriot, mais aussi de supposés sataniques reptiles. La municipalité a fini par racheter et a tout nettoyé début juillet, moment où les nidifications ne sont pas terminées, donc sans respect des lois de la nature, probablement par ignorance d'ailleurs, mais pour tout un petit peuple qui ne demandait qu'à vivre en paix, c'est 10 ans de tranquillité qui viennent d'être anéantis. Bon, comme on voit, c'est pas simple. La question, c'est pour ça qu'on se l'est posée d'ailleurs dans cette émission. On vous laissera aller plus avant par la suite. Daniel, dis-nous pourquoi la nature risque de mal se porter tant que l'homme ne sera pas capable de limiter ses volontés de la maîtriser. Eh bien, cette volonté de maîtriser la nature est sans aucun doute induite par la peur que l'homme en a. Le regretté François Terrasson, chercheur au Muséum d'histoire naturelle, a beaucoup travaillé sur cette thématique. Si l'on s'en réfère à l'imaginaire collectif, à travers les contes notamment, le sauvage n'occupe pas la meilleure place. Le loup dévore le petit chaperon rouge. Protéger des bulles de nature dispersées sur le territoire, même reliées entre elles par des corridors écologiques, n'est-il pas un alibi pour faire n'importe quoi ailleurs ? François disait que croire que nous tenons avec nos réserves la solution des problèmes de conservation, c'est accepter définitivement l'idée que l'homme et la nature ne peuvent pas coexister. La nature, pour lui, reste quelque chose de perçu comme en dehors de la société, une entité étrangère à dominer et à transformer. On peut même aller plus loin et en termes techniques être un peu plus précis avec un des disciples de Terrasson, qui s'appelle Jean-Claude Génaud, qui nous révèle dans son livre La nature malade de la gestion, tout est dans le titre, l'ambiguïté de notre relation à la nature. Il nous montre comment et pourquoi vouloir gérer la biodiversité parachève la domination de la nature par l'homme et comment sa protection est victime de cette société de techniques et d'engins. Et bien pour finir, chers amis auditeurs, à chaque fois on le dit, et moi qu'est-ce que je fais en fait dans tout ça ? Est-ce que ça concerne pas que des techniciens, des naturalistes de terrain ? Sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le plus simple, vous pouvez devenir refuge, on l'a dit tout à l'heure, sur le modèle de l'ASPAS, sur le modèle des refuges LPO, sur le modèle de Noé Conservation par exemple. L'essentiel, vous l'aurez compris, c'est à minima chez vous, dans votre jardin, de laisser un petit espace libre.
même très petits, où vous n'interviendrez pas, ou très très peu, sous aucun prétexte, pour éviter la friche disparue très triste que nous a évoquée Daniel. Et là, si vous êtes de bons observateurs, ce dont on ne doute pas, vous découvrirez toute la vie foisonnante des insectes, des oiseaux et des petits mammifères qui vivent avec des plantes magnifiques. Voilà, vous retrouverez toutes nos références sur le site de l'émission RCF. Daniel se chargera de vous mettre tout ça. Et puis vous pouvez poser vos questions toujours sur notre mail planètenièvre@netcourrier.com. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir rejoints pour cette nouvelle saison de Planète Nièvre. Moi, je vais remercier fortement nos techniciens et puis surtout Daniel qui a préparé vraiment de main de maître cette émission. Merci Christophe. De rien, c'est tout à fait normal. J'espère que ça vous donne de bonnes idées pour réserver effectivement, comme vous l'a dit Christophe, un petit coin pour que la vie sauvage puisse s'épanouir dans votre jardin. Vous serez récompensé parce que je suis sûre que vous verrez des jolies choses, des jolis insectes, des jolis animaux et plein de choses. Au revoir et restez nature. Au revoir.